Bonsoir, écoutez, ça nous fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. Mon nom est Jacques-Henri Gagnon, je suis, délégué aux affaires, universitaires et scientifiques à l'ambassade du Canada et je suis, avec, 2 collègues, le directeur de la recherche, à l'Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne et avec, mon collègue donc, agent, IRCC, Marc Parent. Donc, sans plus tarder, on va vous faire cette présentation donc qui est en 2 temps. Donc, au début, c'est Martin qui va nous présenter donc les études, au Canada en français et puis après ça, on aura une présentation sur les démarches pour obtenir le permis d'études et après ces 2 présentations-là, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez en attendant donc poser vos questions dans le chat. Sachez cependant qu'on ne répondra pas donc aux questions qui portent sur des dossiers particuliers liés à l'immigration. On va simplement répondre à des questions plus générales. Donc, c'est après les 2 présentations qu'on va faire la période de questions. Alors, sans plus tarder, donc je laisse la parole à Martin. J'ai activé mon son, désolé. Merci de vous joindre à nous ce soir pour cette présentation. Comme on le disait, je suis Martin Normand, je suis directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Ça me fait plaisir d'avoir l'occasion ce soir de vous présenter différentes occasions de venir étudier au rythme du Canada dans des milieux accueillants et francophones. Donc, deux grands objectifs pour ce qui est de ma partie de la présentation. Le premier, c'est de vous présenter les bénéfices d'étudier dans les collèges et les universités de la francophonie canadienne. Je vous expliquerai de quoi il en retourne. Et aussi les avantages plus particuliers d'étudier en français au Canada. Donc, pourquoi choisir d'étudier dans les collèges et les universités de la francophonie canadienne? Bien, il faut comprendre que quand on parle de cet ensemble d'établissements, on parle d'établissements qui sont situés à l'extérieur du Québec, donc dans des communautés francophones, mais qui sont dans des environnements majoritairement anglophones. Donc, ce sont des communautés francophones partout à travers le pays, qui sont accueillantes, qui sont conviviales, qui sont sécuritaires et qui sont prêtes à vous accueillir et vous accompagner dans votre parcours aux études postsecondaires au Canada. Donc, nos collèges et nos universités, je reviendrai sur la distinction entre les deux. Il y a 22 établissements qui sont membres de notre réseau partout au pays, qui offrent des programmes de formation dans une cinquantaine de lieux différents et qui offrent plus de 1200 programmes de formation en français ou bilingue dans toute la gamme de disciplines. Je vous présente à l'instant une carte du pays. Comme je vous le disais à l'instant, nos établissements sont situés à l'extérieur du Québec, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas d'établissement dans cette province à l'est du pays. Nos établissements sont répartis un peu partout à travers le pays, dans des milieux urbains, dans des milieux ruraux. Il y a toutes sortes de milieux de vie et vous pourrez certainement trouver celui qui convient le mieux à vos aspirations, à vos besoins, à vos attentes. Notre réseau d'établissements offre toute une gamme de formations de choix au premier et au deuxième cycle. Et il faut comprendre, c'est quoi ici la distinction entre un collège et une université. C'est-à-dire qu'au Canada, les universités offrent des formations axées sur la connaissance, axées sur la recherche dans toutes les grandes disciplines auxquelles vous pourriez penser dans une université traditionnelle. Mais au Canada, les collèges sont des établissements postsecondaires aussi, donc qui offrent des formations techniques, des formations professionnelles dans une certaine gamme de carrières en particulier. On peut penser formation à la petite enfance, le domaine minier, les énergies vertes. Il y a toutes sortes de formations techniques qui sont offertes par nos collèges. Donc, les collèges au Canada sont des établissements postsecondaires. Et un grand avantage de notre réseau d'établissements, en fait, c'est qu'il combine des formations. C'est que vous pouvez, en fait, trouver des programmes de formation qui combinent à la fois une formation universitaire et une formation technique. Nos collèges et nos universités collaborent sur toute une gamme de programmes. Donc, vous pourriez être appelé à commencer un programme dans un programme collégial et le compléter dans une université et en sortir avec une formation complémentaire et des diplômes complémentaires.
Nos établissements offrent toute une gamme de services d'accompagnement, bien évidemment, des comités, des activités d'accueil et d'intégration pour les étudiants internationaux. Dans bien des cas, nos établissements ont même des services qui vous accompagnent avant votre arrivée au Canada, une fois que vous avez été admis dans un de nos établissements et que vous avez obtenu votre permis d'études. Vous trouverez évidemment des clubs d'étudiants internationaux aussi pour animer la vie sur les campus. Vous trouverez également des centres de carrière qui vont vous orienter vers différentes possibilités d'emploi sur le campus ou à l'extérieur du campus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez obtenu votre permis d'études et que vous étudiez au Canada, vous avez la permission de travailler pendant vos études. Il y a certaines règles qui s'appliquent, mais vous avez cette possibilité-là. Donc, sur le campus, on pourra vous orienter vers différents services et différentes carrières et bien évidemment toute une gamme de services d'orientation pédagogique, de soutien à l'apprentissage, de bien-être et de counseling, d'aide financière notamment, même d'accompagnement linguistique dans certains cas. Donc, vous serez bien accompagné tout au fil de vos études. Nos établissements aussi se caractérisent par leur plus petite taille. Ils sont dans des communautés de plus petite taille, donc les établissements le sont tout autant. Mais ce qui leur permet de développer des modes d'apprentissage ou même des expériences de l'apprentissage expérientiel qui sont innovants, qui se distinguent des établissements de la majorité. Donc, quand vous êtes dans nos établissements, vous pourriez vous retrouver à profiter de stages professionnels, de visites d'entreprises, de débats et de conférences, d'expériences culturelles, de projets d'études avec l'industrie. Donc, vous voyez, c'est ce sont tous des éléments qui viennent bonifier votre apprentissage en misant sur les expériences dans les communautés dans lesquelles vous allez vous installer. Et enfin, un autre avantage à retenir de notre réseau d'établissements, c'est que vous poursuivrez bien évidemment vos études supérieures en français, mais du fait que vous évoluez dans un environnement majoritairement bilingue, majoritairement anglophone, en fait, vous développerez au quotidien vos compétences en anglais dans votre milieu de vie, mais même dans vos programmes de formation. Il y a plusieurs programmes de formation qui vont vous permettre d'acquérir le vocabulaire technique et professionnel en anglais, vous permettant de pouvoir fonctionner sur le marché du travail dans les deux langues. Et pourquoi vouloir considérer cette possibilité-là dans le cas canadien? Mais c'est que c'est comme le français et l'anglais sont les deux langues officielles du pays, le français et l'anglais et le bilinguisme anglais-français, en fait, c'est une compétence essentielle qui est recherchée par de nombreux employeurs et qui pourrait aussi vous mener vers de meilleures conditions salariales. Mais si votre projet n'est pas de rester au Canada, le fait de maîtriser deux grandes langues internationales peut aussi vous aider dans vos projets de mobilité professionnelle internationale. Pourquoi étudier en français? Ben, je suis certain que plusieurs d'entre vous en connaissez déjà plusieurs aspects, des raisons qui pourraient vous encourager à le faire. Il faut comprendre que le français, c'est une grande langue internationale. Je viens d'y faire allusion. Plus de 300 millions de francophones dans le monde. C'est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. C'est la troisième langue des affaires, la quatrième langue sur Internet. Donc, ça vaut la peine de poursuivre ces études en français au niveau postsecondaire, ce qui vous permet de vous insérer dans différents réseaux, apporter local, national, international. Et au Canada, bien, il y a un attachement particulier à la francophonie. Le français, c'est une des langues officielles du pays avec l'anglais. Il y a plus de 10 millions de Canadiens qui parlent le français partout au pays. Et le Canada est un des membres fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, il y a certains réseaux internationaux aussi qui s'ouvrent à vous. Plusieurs de nos établissements sont membres de certains réseaux de la francophonie. Donc, vous pourriez profiter d'un accès privilégié à certaines activités. Et pourquoi venir étudier en français au Canada? Ben, il faut comprendre qu'au Canada, on profite de grands avantages liés à la proximité de la nature, à la proximité des grands espaces, aux saisons distinctes. Mais comme je vous le disais aussi, comme nos établissements sont vraiment installés dans des milieux de vie très différents d'un bout à l'autre du pays, vous pourriez trouver un milieu qui convient vraiment au rythme de vie que vous souhaitez adopter une fois que vous êtes au Canada. Et le Canada, ben aussi, c'est un grand amant de la diversité, hein. La francophonie canadienne est constituée d'identités multiples, offre une riche mosaïque culturelle. Il y a 22 de la population canadienne qui est née ailleurs qu'au Canada, et c'est tout aussi vrai au sein de la francophonie canadienne. Et le Canada est très attaché au respect des droits de la personne. Il s'engage quant à l'équité et à l'inclusion. Au-delà de ça, vous pourriez aussi décider de rester au Canada à la fin de vos études.
Il faut comprendre qu'une fois que vous avez obtenu votre diplôme d'études postsecondaires, vous pourriez être éligible à différents programmes. Notre collègue à IRCC va pouvoir vous les expliquer, mais vous pourriez être éventuellement éligible à des programmes d'immersion, pas d'immersion, des programmes d'immigration, pardon, au Canada. Tout ça vous sera expliqué dans la prochaine présentation. Mais pourquoi vouloir rester aux études, ou rester au Canada à la fin de vos études? C'est qu'il y a des besoins en main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs d'activité, notamment en santé, notamment en enseignement et dans bien d'autres secteurs. Donc, une fois que vous serez installé dans les communautés, vous verrez les besoins et les occasions qui se présenteront à vous et vous pourriez considérer poursuivre votre parcours au Canada à la fin de vos études. La plupart de nos établissements pourront même vous accompagner dans ce projet. Je vous laisse rapidement avec quelques témoignages d'étudiants. On aura à la fin de la présentation un témoignage vidéo aussi, mais juste pour retenir quelques-uns des grands messages que nos anciens étudiants, nos anciennes étudiantes partagent avec nous. Il faut comprendre, par exemple, qu'une étudiante en Saskatchewan, qui est une province dans l'ouest du pays, nous dit qu'aux études supérieures, il est plus facile de se démarquer quand on étudie dans des plus petits établissements. En fait, c'est qu'il y a certaines occasions qui sont particulières du fait que l'établissement est plus petit et il y a des occasions de contrats de recherche, de contrats d'enseignement, par exemple, qui pourraient s'offrir à vous aux études supérieures et qui sont peut-être plus accessibles du fait que c'est un établissement plus petit. Euh, une autre participante en Ontario, une province au centre du pays, a dit qu'elle a pu acquérir le vocabulaire technique en français, mais aussi développer son sentiment d'appartenance à la francophonie. C'est-à-dire qu'en participant aux activités sur le campus de nos établissements, elle a développé ce sentiment d'appartenance à la francophonie locale, certainement, mais au plus grand ensemble que représente la francophonie aussi. Un autre étudiant au Manitoba, une autre province à l'ouest du pays, nous disait qu'il a pu en apprendre plus sur la francophonie canadienne et il a choisi de s'installer dans une région différente du pays à la fin de ses études. Parce que vous comprendrez qu'une fois que vous avez obtenu votre diplôme de l'établissement postsecondaire, si vous souhaitez rester au Canada, ben vous pourriez vous déplacer ailleurs au pays et découvrir ce que les autres régions du pays ont à vous offrir. Un dernier étudiant en Nouvelle-Écosse, c'est sur la côte est du pays, nous disait que la proximité avec le milieu communautaire l'a amené à mieux connaître ce milieu et à trouver une occasion d'emploi dans son domaine. Donc, dans son cas en particulier, à la fin de ses études, il a décidé de poursuivre son parcours au Canada et il a trouvé dans sa communauté un emploi qui correspondait exactement aux compétences qu'il avait développées durant son parcours postsecondaire. Donc, pour conclure, je vous dirais qu'à retenir, c'est qu'il y a un des messages, c'est le fait que nos établissements sont reconnus sur la scène internationale et donc offrent des diplômes qui ont une valeur équivalente à ceux de la majorité. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là. Vous évoluerez dans un environnement bilingue dans lequel vous pourrez développer vos compétences en anglais au quotidien. Vous évoluerez sur des campus à taille humaine et l'avantage de ça, c'est que ça pourra vous permettre de trouver un encadrement qui est mieux adapté à vos besoins. Donc, avant de passer au témoignage, je vous invite à consulter notre page web à cufc.ca/Canada ou utiliser le code QR qui est sur la présentation pour accéder à la page web. Vous y trouverez toutes sortes d'informations pertinentes sur les raisons d'étudier au Canada et des liens utiles vers, par exemple, la liste des établissements qui sont membres de notre réseau, ce qui vous dirigera vers la liste des programmes qui y sont offerts et différents autres conseils qui pourraient vous être utiles pour planifier votre séjour au Canada. Et donc là-dessus, je me permets de lancer le témoignage vidéo. Ça dure à peine plus de 2 minutes d'un étudiant sénégalais dans ce cas-ci qui s'est installé dans un de nos établissements. Mon nom est Amadou Issamouane, étudiant en administration des affaires. Je viens du Sénégal, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je me rappelle, le premier jour que je suis venu ici, c'était comme waouh, bienvenue au Canada. Il y avait la neige et tout, donc un Africain qui débarque ici au Canada avec la neige du Canada, donc c'était vraiment marquant. Tous mes profs sont entre parenthèses des amis. Si je prends l'exemple, par exemple, de Caroline, qui était la chef du département durant cette période, nous a vraiment ouvert la porte, nous a beaucoup aidé et facilité notre intégration.
elle a toujours été présente pour nous. La Coupe des Nations, c'est une activité que les étudiants, y compris moi, ont coordonné durant plusieurs sessions maintenant. C'est un tournoi qui réunissait l'ensemble des nationalités de tout pays. Et on fait un tournoi de soccer. Et puis, chaque pays est représenté dans ce tournoi. Donc, et à la fin, un pays gagne. Il y avait beaucoup d'engouement dans le campus. Il y avait beaucoup de gens venaient suivre et suivaient la Coupe des Nations. À Sainte-Anne, j'ai appris que je pouvais faire confiance en moi. J'étais une personne vraiment timide, réservée, tout le temps dans mon coin. Mais ici à Sainte-Anne, j'ai développé ma confiance en soi. Venez à Sainte-Anne, car Sainte-Anne, déjà, comme je dis, c'est une famille qui est là avec, on a le soutien de tous les profs, tous les membres du personnel et de tous les étudiants. Les étudiants sont des frères ici et des sœurs, donc on s'entraide et tout. Donc c'est comme une famille. On ne reconnaît pas qui est canadien, qui est africain, qui est marocain, qui est sénégalais, qui est camerounais. Donc on est tous une famille. Donc c'est la famille compte. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma présentation et le témoignage de notre collègue Issam. Je passe la parole à notre collègue d'IRCC. Merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation. Donc, écoutez, je vais vous faire une petite présentation sur étudier et travailler au Canada pendant ses études et après ses études. Donc, alors un petit instant, voilà. Alors, cette présentation concerne les permis d'études dans un premier temps, ensuite les permis de travail pendant les études et ensuite les permis de travail post-diplôme. Donc, les étudiants, déterminer si un permis d'études est requis. Alors, un permis d'études est requis si un programme d'études ou d'échange scolaire de 6 mois ou plus, un programme d'études de moins de 6 mois mais qui inclut un stage dans le cadre des études. Dans ce cas, le permis de travail est émis en même temps que le permis d'études, sans frais ou formulaire supplémentaire. Le programme d'études de moins de 6 mois, mais avec l'intention de le prolonger une fois au Canada. Et ceci concerne tous les niveaux d'études. Le permis d'études n'est pas requis si le programme d'études ou le programme d'échange entre universités, par exemple, est de moins de 6 mois. Visa de résident temporaire ou autorisation de voyage électronique, plus communément appelé AVE. Donc, si aucun permis d'études n'est requis, un visa ou une AVE est requise. Cela dépend de la nationalité de la personne qui fait la demande. Donc, pour connaître la liste des pays avec une exigence de visa, vous pouvez visiter le site officiel www.canada.ca à visiter. Si un client est exempté de visa, une autorisation de voyage électronique, AVE, est alors requise. Elle est obligatoire pour visiter le Canada ou y transiter par avion si exempté de visa. Elle est liée au passeport et valable jusqu'à 5 ans. C'est une demande qui se fait en ligne en quelques minutes. Les frais sont de 7 $ et un passeport, une adresse courriel et une carte bancaire est requis. Pour cela, un seul site officiel que vous voyez affiché à l'écran, www.canada.ca/AVE. Démarche pour demander un permis d'études. Voici les éléments requis. Bien sûr, une preuve d'acceptation, donc une lettre d'admission. Cette présentation ne concerne pas le Québec, donc vous n'avez pas évidemment besoin d'un certificat d'acceptation du Québec. Je préfère le préciser parce que ce n'est pas toujours évident. Ensuite, un passeport en cours de validité, photo d'identité et biométrie requises. Et en ce qui concerne la preuve de fonds, on va vous demander des relevés bancaires ou alors un prêt étudiant ou alors une offre de bourse ou une prise en charge parentale qui va inclure des relevés bancaires de la personne qui prend en charge. Voici les principaux éléments requis pour déposer une demande de permis d'études. Preuve de ressources financières. Voici les montants minimums. Donc, dans la colonne Haute Province,
vous avez des frais de scolarité, bien sûr, à payer. On exige une preuve de fonds de 10 000 $ par année scolaire et par étudiant. Et pour toute personne qui accompagne l'étudiant, que ce soit par exemple un conjoint, une conjointe de plus de 18 ans, on demande une preuve de 4 000 $ supplémentaires. Et s'il y a un enfant à charge de moins de 18 ans, on demande une preuve de fonds de 3 000 $ supplémentaires. Donc, je vous laisse quelques secondes pour regarder les montants. Ces montants peuvent évoluer, bien sûr, mais pour l'instant, ça correspond à la réalité d'aujourd'hui. Démarche pour demander un permis d'études, les documents requis. Donc, on a vu les documents de base requis. Donc, sur le site, vous allez pouvoir remplir le formulaire de demande en ligne. Vous allez devoir fournir la biométrie. Vous allez également devoir fournir, selon votre situation personnelle, une déclaration du gardien si vous êtes un étudiant mineur de moins de 18 ans, c'est-à-dire en fait une autorisation parentale. Vous allez peut-être devoir fournir des relevés de notes pour des études postsecondaires. Vous allez devoir expliquer votre projet d'études et son financement afin que nous, à IRCC, on comprenne bien le but de vos études et comment vous avez préparé ce projet. Et ensuite, il y aura une visite médicale à passer au préalable ou durant le traitement, mais si c'est le cas, on vous enverra les instructions par la suite. Il y a également des frais de traitement à payer, y compris pour les prolongations de permis d'études au Canada, qui est de 150 $. Ainsi, donc, pour faire la demande en ligne que vous voyez affichée ici, www.canada.ca, étudiant-étranger. Comment fournir les empreintes digitales et la photo, données biométriques? Alors, toujours en ligne, il va falloir payer les frais de biométrie. Il va falloir la lettre d'instruction relative à la biométrie est ensuite envoyée par IRCC par courriel. Il faudra ensuite que vous preniez rendez-vous à un point officiel de collecte des données biométriques. Donc, il y a des points officiels de collecte des données dans plusieurs pays et en tout cas, il y en a partout dans le monde. Étudier et travailler au Canada à titre d'étudiant étranger. Donc, si le programme d'études est de plus de 6 mois et conduit à un diplôme ou un certificat au Canada, le permis d'études permet de travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les sessions d'études sur le campus ou hors campus. Et il permet également de travailler à temps plein pendant les congés. Alors, pour déterminer votre admissibilité pour travailler hors campus, vous avez ce lien qui s'affiche ici, que je vous laisse quelques secondes pour le noter. Toutes ces informations sont évidemment disponibles sur le site officiel IRCC. Travailler après les études. Ça s'appelle le permis de travail post-diplôme. Donc, après les études à temps plein et l'obtention de votre diplôme canadien, vous pouvez soumettre une demande pour travailler après vos études. Donc, vous devez pour ça respecter quelques critères. Donc, vous devez soumettre la demande dans les 180 jours qui suivent la confirmation de réussite du programme. Donc, il va falloir que vous soumettiez une lettre de votre établissement au Canada qui atteste que vous avez bien obtenu un diplôme ou un certificat et complété vos études. Et le permis d'études qui sera délivré est valide pendant ces 180 jours. Donc, vous devez avoir un permis d'études valide pendant les 180 jours où vous faites la demande de permis de travail. Le permis de travail qui vous sera délivré est valide de 8 mois à 3 ans selon la durée des études faites au Canada. Donc, par exemple, si vous avez fait des études de 2 ans au Canada qui ont conduit à un diplôme, vous avez terminé vos études, vous aurez un permis de travail de 2 ans. Le permis de travail qui vous sera émis sera ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas relié à une offre d'emploi requise. Permis de travail pour les conjoints, pour ceux qui sont dans une union de fait ou mariés. Donc, le permis de travail pour conjoint d'un étudiant international, donc ça concerne les époux ou les conjoints de fait d'un étudiant au Canada à temps plein qui détient un permis d'études valide. Le permis de travail du conjoint est ouvert, donc pas d'offre d'emploi nécessaire. Ce permis de travail qui sera délivré au conjoint aura la même validité que le permis d'études du conjoint. Et par contre, le conjoint de fait non marié doit démontrer avoir cohabité avec son conjoint pendant au moins 1 année. Donc, ça peut être sous la forme de divers documents comme des bails de location, des factures communes,
Donc, c'est à vous de démontrer que vous avez cohabité avec votre conjointe pendant au moins une année. Permis de travail pour conjoint d'un détenteur de permis de travail post-diplôme. Donc, je vous ai rapidement parlé de la possibilité d'obtenir un permis de travail post-diplôme après vos études. Votre conjoint ou conjointe peut également obtenir un permis de travail dans le cadre du titre de séjour de votre conjoint au Canada. Donc, ça concerne les époux, les conjoints de fait qui sont détenteurs d'un permis de travail post-diplôme et qui ont un contrat de travail de 6 mois ou plus pour un poste qualifié. Le permis de travail est ouvert, donc il n'est pas relié à une offre d'emploi et il aura la même validité que le permis de travail du conjoint. Travailler après ses études au Canada, c'est aussi la voie vers la résidence permanente. Donc, le lien officiel que je vous suggère de regarder s'appelle « Venir au Canada » et vous aidera à examiner les différentes options. Donc, il y a plusieurs options qui vont s'ouvrir à vous. Donc, c'est à vous de les examiner. Il y a des programmes qui s'appellent Entrée Express, des programmes dans chaque province pour des programmes provinciaux. Donc, regardez les opportunités qui peuvent s'ouvrir pour vous. Il y a 2 termes importants à retenir. Je vous en parle brièvement. Ce sont les niveaux de compétences linguistiques canadiens. Donc, les niveaux de compétences linguistiques canadiens constituent la norme canadienne utilisée pour décrire, mesurer et reconnaître la maîtrise du français des immigrants adultes et des immigrants potentiels qui souhaitent vivre et travailler au Canada ou présenter une demande de citoyenneté. Donc, pour résumer, on va vous demander de soumettre un test de français pour évaluer votre niveau de français. La classification nationale des professions est un autre terme important. C'est la liste de toutes les professions du marché du travail au Canada. Donc, chaque profession est décrite en fonction de catégories de formation, d'études, d'expérience et de responsabilité. Donc, cette classification nationale des professions est disponible sur le site IRCC. Vous pouvez regarder à quoi correspond la profession que vous souhaitez envisager dans votre future demande de résidence permanente. Lettre d'introduction, visa, autorisation de voyage électronique. Alors, une fois que le traitement de votre demande est approuvé, la demande de permis d'études est approuvée, donc on va vous envoyer une lettre d'introduction par courrier électronique. Alors, cette lettre d'introduction, en résumé, va vous dire que votre demande a été approuvée. Donc, si un visa est requis, on vous enverra également des instructions pour la présentation ou l'envoi du passeport. Si par contre, vous faites partie d'une nationalité qui est exemptée de visa, par contre, vous avez besoin d'une autorisation de voyage électronique, AVE, qui sera émise automatiquement avec la lettre d'introduction. Donc, l'AVE sera valable 5 ans ou alors sera valable selon la validité du passeport si celui-ci expire avant les 5 ans. Ce que vous devez faire, c'est imprimer ou présenter la lettre d'introduction que vous allez recevoir par courriel au point d'entrée douane au Canada en arrivant au Canada. Le permis d'études en tant que tel est remis au point d'entrée et le permis d'études tient lieu de titre de séjour, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire d'autres formalités au Canada pour obtenir un titre de séjour. Le permis d'études fait office de titre de séjour. Si la demande de permis d'études est refusée, alors ça arrive. Voici quelques raisons, les raisons principales pour lesquelles ça peut arriver. Donc, dans ces cas, IRCC envoie une lettre exposant les raisons pour lesquelles elle a été refusée. Donc, parmi les principaux motifs de refus qu'on a pu constater, c'est dans la grande majorité des cas une demande reçue incomplète. Donc, c'est très important d'aller sur le site IRCC, de voir les documents que vous devez fournir et surtout ne pas envoyer une demande incomplète qui a de fortes chances d'être rejetée. Parmi les autres raisons de refus, il peut y avoir un client qui n'a pas apporté de preuves suffisantes qu'il a assez d'argent pour assurer sa subsistance pendant ses études au Canada. Un peu avant, on vous a mis les montants requis minimum. Donc, il faut s'assurer, bien sûr, de présenter des documents qui montrent que vous avez assez d'argent pour assurer votre subsistance pendant vos études au Canada, y compris en tenant compte que vous pourrez travailler 20 heures par semaine ou pendant les congés.
Une autre raison de refus, c'est quand vous envoyez des instructions médicales et que vous n'avez pas subi l'examen médical requis comme cela avait été demandé. En général, on demande 30 jours pour passer l'examen médical. Une autre raison de refus, le client n'a pas convaincu l'agent du visa que son intention première était d'aller étudier au Canada. D'où l'importance de soumettre une lettre qui explique le projet d'étude, pour qu'on arrive à comprendre votre projet et vos intentions de réellement étudier au Canada. Enfin, on peut voir un autre motif d'étude, le client n'a pas convaincu l'agent de visa qui quittera le Canada à la fin de ses études. Alors, voici quelques liens dont je vous parlais tantôt. Le lien officiel en premier, notez-le, c'est le lien qui comporte toutes les informations officielles. Je vous laisse regarder. Vous avez également le lien avec l'ambassade du Canada en France. Vous avez également des liens pour nous contacter. Merci. Et donc, je donne la suite pour la suite à Jacques-Henri. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Martin. Donc, c'était très intéressant. Écoutez, moi j'ai déjà beaucoup de questions. Il y en a quelques-unes. Une première question, donc je vais simplement enlever la présentation ici. Une première question, c'est qui s'adresse plutôt à Martin. Donc là, j'ai vu ce témoignage d'un jeune Sénégalais qui est maintenant donc au Canada, si je comprends bien, qui s'est inscrit, qui a fait son diplôme à l'Université Sainte-Anne, une magnifique petite université donc sur le bord de l'Atlantique. Si moi, je voulais faire la même chose, donc comment ça fonctionne pour m'inscrire, etc. Où est-ce que je débute? Donc, je vais sur votre site, c'est ça? Comment ça fonctionne? Oh, ton micro est coupé. Oui, si vous souhaitez étudier dans l'un de nos établissements membres, ben, en allant sur la page web à laquelle je faisais allusion à la fin de la présentation, vous aurez la liste complète des établissements membres de notre réseau. Et donc, vous allez voir un portrait général là, de chacun des établissements aussi sur notre site web. Donc, après ça, il faut aller vraiment sur le site web de l'établissement pour connaître le processus d'admission pour chacune d'elles, parce que le processus est unique à chacun des établissements. Donc, il n'y a pas une réponse unique, c'est vraiment de faire la démarche, d'aller sur le site web pour en apprendre plus sur le processus d'admission précis pour cet établissement-là. Et une fois que vous avez fait le processus d'admission et que vous êtes admis à l'université ou au collège, vous allez recevoir une lettre d'offre et c'est cette lettre-là dont vous avez besoin pour faire la demande de permis d'études ensuite. Très bien, merci beaucoup. Là, il y a quelques questions, entre autres, la première question qui est arrivée, c'est quelqu'un qui nous demande si on a des astuces pour faire des postdocs en sociologie. Donc, dans les institutions donc, qui font partie de votre réseau, il y a des études de sociologie qui sont possibles, n'est-ce pas? Oui, il y a quelques-uns de nos établissements qui offrent des programmes de sociologie. Je pense à Ottawa, je pense à l'Université de Moncton notamment. Il faut voir vraiment les offres de stages postdoctoral sont parfois affichées sur les sites web des établissements, des fois sont affichées sur des réseaux comme LinkedIn, par exemple. Mais à ce moment-là, nous, on n'a pas une liste précise des offres qui existent en ce moment de bourses d'admission liées au postdoctorat. Ça, c'est vraiment par établissement et par programme, en fait. Si je peux juste ajouter, Martin, sachez que, donc c'est Madame Chérifi qui a posé cette question-là. Sachez que demain, donc, on organise un webinaire exactement comme celui-là, mais cette fois-ci pour les étudiants qui veulent faire des maîtrises, des doctorats et des postdocs. Et ma collègue, donc, Lucie Lheureux, va vous expliquer les démarches à la fois pour découvrir les offres de stage postdoctoral, mais aussi les bourses qui existent. Et elle va vous donner aussi une méthodologie pour être capable de trouver des professeurs qui pourraient avoir du financement et qui pourraient donc financer votre postdoc. Il faut savoir que très souvent, les universités n'ont pas suffisamment de ressources pour afficher les stages postdoctoraux donc, sur les sites. Et donc, si vous faites une candidature spontanée, très souvent, les professeurs sont très contents parce que, ben, je veux dire, ils ont un candidat sans avoir eu à faire trop d'efforts pour le trouver. Donc, voilà, c'est ce que je peux rajouter. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est demain, donc, à 14 heures, la session d'information. Vous devez vous inscrire sur le site Eventbrite, donc le même site sur lequel vous êtes inscrit pour cette session-ci. Donc, après ça, il y a pas mal de questions de gens qui me disent, bon, ici, c'est quelqu'un qui me dit, je suis une enseignante de français et je veux faire un master en français, mais je ne sais pas où et comment je peux le faire. Est-ce que vos institutions présentes peuvent faire
offrir ce genre de programme-là? Ben, ça dépend. Il y a plusieurs de nos établissements qui ont une vaste gamme de programmes. Ce n'est pas tous nos établissements qui ont toute la gamme. Comme je vous disais, il y a plusieurs de nos établissements qui sont plus petits, qui sont dans les plus petits milieux. Donc, il faut vraiment aller sur les pages web des établissements pour voir les programmes que vous recherchez et les conditions d'admission aussi. Il peut y avoir des conditions supplémentaires pour certains programmes. Notamment pour les programmes aux études supérieures. Mais il y a toujours des agents dans chacun de nos établissements qui sont disponibles pour répondre à vos questions précises quant aux programmes d'études qui sont offerts dans leur établissement. Donc, vous pourrez, en passant par chez nous, aller trouver la liste des établissements et facilement trouver des personnes avec qui vous pourriez prendre contact pour avoir plus de détails sur les programmes. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que si vous voulez enseigner dans une province au Canada, vous devez avoir un diplôme donc en éducation d'une université de cette province-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Si vous voulez, par exemple, enseigner le français en Nouvelle-Écosse, vous allez avoir besoin d'un diplôme de l'Université Sainte-Anne, parce qu'il y a juste l'Université Sainte-Anne qui offre ce diplôme-là en français. Donc, ça, c'est des choses à prendre en considération aussi. Donc là, quelqu'un qui pose la question, donc, qui s'adresse plutôt à toi, Marc, c'est peut-on étudier et travailler en même temps? Oui, oui, absolument. C'est comme je vous expliquais, quand vous avez un permis d'études, vous avez le droit de travailler sur le campus ou hors campus pour une durée de 20 heures par semaine. Et vous pouvez également travailler pendant tous vos congés scolaires à temps plein. Donc, certains programmes incluent également des stages dans le cadre des études. Donc, dans ces cas-là, si c'est clairement indiqué sur la lettre d'inscription, on va également donner un permis de travail qui sera relié au permis d'études et qui va permettre à l'étudiant de faire son stage professionnel dans le cadre de ses études. Donc, merci beaucoup, Marc. Et une autre question ici, c'est M. Farsi qui me dit qu'il a contacté Québec Métiers d'avenir donc pour étudier au Québec et ils n'ont aucune nouvelle. Donc, je vous inviterai quand même à les recontacter, Québec Métiers d'avenir. Donc, je veux dire, là, ici, on n'en parle pas parce qu'on insiste surtout sur les institutions qui sont à l'extérieur du Québec, mais vous pouvez les recontacter et je pense qu'ils vous répondront dans les meilleurs délais. Après ça, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a un diplôme de technicien supérieur en comptabilité et finance et il veut savoir s'il peut poursuivre sa formation donc, au Canada. Donc, quelqu'un qui a déjà une formation, est-ce qu'il peut aller la compléter au Canada? Martin? Oui, c'est possible, mais encore là, Marc faisait un peu allusion tantôt, ça sera important aussi dans votre lettre de motivation ou d'explication de votre parcours au Canada, d'expliquer pourquoi vous considérez qu'il est important de poursuivre votre formation dans un domaine dans lequel vous avez déjà obtenu votre diplôme. Ça sera important de le spécifier. Quand c'est de passer, par exemple, d'un grade de premier cycle aux études supérieures, c'est plus facile à le démontrer. Quand c'est des diplômes équivalents, ça peut être un motif de questionnement chez les agents. Marc peut peut-être compléter, là, mais il faut s'assurer de bien démontrer la valeur ajoutée de faire un diplôme supplémentaire dans une discipline dans laquelle on l'a déjà obtenu. Oui, pour ajouter à ce qui a été dit, donc il n'y a pas de problème si on fait comment dire, des études à peu près du même niveau qu'on a réalisé dans le pays d'origine, mais à condition que ça soit bien expliqué dans l'aide de motivation pourquoi on veut compléter des diplômes, des études similaires au Canada, alors qu'on a déjà, par exemple, un baccalauréat dans son pays d'origine, puis on veut faire un baccalauréat dans le même secteur. C'est envisageable, on n'a pas de problème avec ça, mais il faut bien expliquer pourquoi. Et en général, si c'est bien expliqué, si le projet est crédible, il n'y a pas de problème avec ça. À partir du moment où les fonds et le reste des documents est correct. Donc, c'est très important, la lettre de motivation, de bien expliquer et de se mettre dans les souliers de quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, qui ne connaît pas du tout votre projet, pour vraiment l'expliquer de façon claire et précise et convaincante. Merci beaucoup, Marc et Martin. Une autre question, cette fois-ci, qui est un peu à l'écart de de notre sujet de ce soir, mais quand même, je vais la poser. C'est quelqu'un qui cherche un stage, un contrat de travail dans le domaine de la santé. Je sais que quand même, on cherche beaucoup de gens dans ce domaine-là. Est-ce que, Marc, vous avez des programmes spéciaux pour ce genre de projet?
Alors, pour les permis d'études, on n'a pas de programme spécial. On a des programmes spéciaux pour les permis de travail. Donc, ça, ce n'est pas le sujet de la rencontre aujourd'hui, mais pour vous en parler très, très rapidement, il faut que vous ayez un contrat de travail avec un employeur au Canada dans le domaine de la santé, pourquoi pas. Et là, effectivement, on va traiter votre demande de permis de travail. Donc, c'est à vous de faire la recherche auprès des employeurs canadiens pour obtenir un contrat de travail. Et votre employeur devra soumettre une validation de ce contrat de travail au Canada. Et ensuite, nous, on va étudier votre demande de permis de travail. Mais la rencontre aujourd'hui concerne les permis d'études. Donc, pour nous, on n'a pas de programme spécial pour les permis d'études. En fait, on se fie à la lettre d'admission de l'école, de l'établissement au Canada. Souvent, dans les secteurs de la santé, on a constaté qu'il y a des stages qui sont prévus. On a constaté qu'il y a une prise en charge parce qu'il y a des secteurs en pénurie dans le domaine de la santé. Donc, il y a une grosse demande de formation d'étudiants étrangers dans le domaine de la santé au Canada. Donc, j'ai constaté, par exemple, au Québec, les cégeps avaient mis en place un système d'aide pour les étudiants en infirmiers, donc avec des programmes d'études, des stages qui conduisent à la fin à un contrat de travail. Donc, je ne sais pas si ça existe dans d'autres provinces, mais pour nous, ce n'est pas un problème. À partir du moment où vous avez une lettre d'inscription pour une formation dans les métiers de la santé, dans une école au Canada hors Québec, les fonds, ça peut être une bourse, ça peut être une aide financière, ça peut être une aide familiale. Donc, on est assez ouvert avec ça parce qu'on est conscient que ces domaines sont en pénurie au Canada. Et donc, on est assez ouvert à l'acceptation de ces demandes à partir du moment où elles sont crédibles. Voilà. J'ajouterais simplement qu'il y a certaines provinces qui commencent à mettre en place des incitatifs pour encourager la clientèle internationale d'étudier dans certaines disciplines de la santé notamment. Donc, il pourrait y avoir sur le site web de nos établissements des programmes particuliers pour les disciplines liées à la santé, donc des incitatifs financiers qui vont vous aider à compléter votre parcours. Oui. Et une autre question donc, qui est un peu liée à ça. Quelqu'un qui fait des études ici, par exemple, dans un domaine, soit le domaine du génie ou le domaine de la santé, par exemple, et qui veut aller faire un stage au Canada, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, dans le cadre de ses études, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Marc? Oui, alors le stage au Canada, en fait, quand ce n'est pas relié à un permis d'études, c'est un permis de travail. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir un permis d'études juste pour faire un stage professionnel. Donc, il faut demander un permis de travail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces permis de travail pour effectuer un stage sont très encadrés. Il y a des ententes entre le Canada et différents pays, donc par exemple la France, la Belgique en Europe, pour vous donner des exemples, mais malheureusement, il y a très peu d'ententes avec d'autres pays, notamment en Afrique, au Moyen-Orient. Ce qui veut dire qu'il faut à ce moment-là, si vous cherchez un stage au Canada, vous devez obtenir un contrat de travail. Donc, c'est ça la base. Et à partir de ce moment-là, vous demandez un permis de travail suite à une offre d'emploi, un contrat de travail. Très bien, merci beaucoup, Marc. Il y a peut-être une question pour Martin. Donc, comment se passent les formations professionnelles? Si on peut en dire un peu sur la pédagogie au Canada, donc. Formation professionnelle, je crois comprendre ici qu'on fait référence aux programmes collégiaux, probablement. C'est ça, exactement. Les programmes collégiaux sont souvent d'une durée plus courte, donc c'est 2 ou 3 ans. Donc, à garder en tête aussi que votre permis de travail post-diplôme sera aussi plus court. Ça aussi, il faut garder ça en ligne de compte quand on choisit ce type de programme-là. Mais indépendamment de ça, donc c'est souvent des programmes qui sont axés sur le milieu de pratique. Donc, par exemple, dans les collèges, si c'est dans des domaines liés au tourisme, aux mines, aux soins à la personne. Il y a beaucoup d'apprentissage en milieu de travail, d'apprentissage expérientiel qui est lié à ça. Il y a évidemment de la pédagogie en salle de classe qui est appuyée par du matériel pédagogique francophone qui est souvent développé de façon locale, qui fait référence aux communautés francophones et à leur réalité, parce que dans certains cas, il y a des métiers qui se pratiquent différemment quand on traite avec une clientèle francophone en milieu minoritaire. Donc, il y a vraiment un accompagnement pédagogique particulier qui est couplé à des expériences professionnelles et à des expériences en milieu de travail.
Merci beaucoup. Là, il y a quelqu'un qui, pendant la présentation, a été voir sur votre site de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et qui dit qu'il ne trouve pas le secteur informatique. Est-ce que, donc, je sais qu'il y a un listing des institutions. Comment on fait pour voir les programmes qu'ils offrent? Ben, il y a quelques façons. Sur la liste de nos institutions, il y a un profil de chacune d'elles aussi et ils mettent en lumière certains des programmes forts des établissements. Donc, ça ne veut pas dire que l'informatique va sortir nécessairement. Euh, L'autre occasion qui se présente à vous, en fait, c'est il y a un site web, je pourrais retrouver le lien là, pour qu'on le partage, là, mais euh, c'est sur la page web d'Édu-Canada, donc qui est une page web d'Affaires mondiales Canada qui fait la promotion des études au Canada à l'étranger. Et il y a une page où il y a une grille avec la plupart des programmes d'études qui sont ouverts à la clientèle internationale. Et ça, c'est par grand secteur d'activité que c'est possible de le trier. Donc, vous pourriez peut-être, là, à travers les filtres qui sont disponibles sur cette page-là, trouver les programmes qui vous intéressent plus particulièrement. Donc là, je viens de mettre le lien vers le site web dans le chat pour le bénéfice de tout le monde. Donc là, encore une fois, donc, il y a quelqu'un qui nous dit qu'elle a de l'expérience dans le domaine de la santé, qu'elle cherche un poste d'aide soignante. Je crois que vous organisez, Marc, donc une foire à l'emploi, donc au moins une fois par année, donc votre service à Paris, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On organise plusieurs foires à l'emploi, en fait, chaque année. Plus précisément, pour les domaines de la santé, c'est une fois par an. Je ne pourrais pas vous donner la date à laquelle cette prochaine foire d'emploi aura lieu cette année. L'année dernière, c'était à l'automne, d'après mes souvenirs. Donc, il faut rester, en fait, il faut vous connecter sur notre site Ambassade du Canada à Paris, que je vous avais indiqué tout à l'heure, pour avoir la liste des foires, des foires qui sont organisées régulièrement. Donc, en fait, ces foires sont intéressantes pour les domaines de la santé, mais il y a également des foires pour les domaines des aides familiales, des éducatrices petite enfance, par exemple. On a fait un forum sur les éducateurs, éducatrices petite enfance, qui est un autre secteur en pénurie et qui est très demandé. Et des employeurs peuvent être présents sur ces forums. Donc, ça donne l'occasion à la fois aux candidats qui sont inscrits. Il faut d'abord s'inscrire, bien sûr. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut d'abord s'inscrire, envoyer un CV. Et si vous rencontrez les critères de l'objet du forum, on va vous inscrire et ensuite vous pourrez avoir accès aux offres d'emploi, aux employeurs et également toutes les informations pour obtenir un permis de travail. Et là, il y a une question qui est spécifiquement pour toi, Marc, c'est peut-on faire une demande de reconsidération après un refus de permis d'études? Oui, absolument, il n'y a pas de problème. Les motifs principaux, je vous les ai indiqués, c'est souvent une demande incomplète ou une lettre de motivation incomplète ou mal expliquée. Donc, en général, on vous donne le motif de refus. Rien ne vous empêche de présenter une nouvelle demande et puis de l'étoffer avec des nouveaux documents, une lettre de motivation peut-être qui est un peu plus étoffée. Donc, le but, c'est évidemment de nous convaincre que votre projet tient la route. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, une autre question donc, qui concerne cette fois-ci les masters spécialisés. Donc, quelles sont les conditions générales d'admission? Est-ce que tu peux, Martin, élaborer un peu là-dessus? Ou c'est une Ben, question? les conditions d'admission vont vraiment varier d'un établissement à l'autre. Il faut vraiment que vous fassiez l'effort d'aller sur les sites web des établissements, trouver le programme et consulter les critères d'admission. Évidemment, je ne maîtriserai pas les critères d'admission des 1200 programmes qui sont offerts chez nous, mais vous trouverez facilement l'information sur le site web de nos établissements. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Canada, donc les universités, les collèges ont quand même beaucoup d'autonomie dans la sélection des étudiants. Et donc, ça, c'est un avantage dont les étudiants internationaux peuvent se prévaloir. Vous pouvez contacter toutes les universités, tous les collèges ont des services donc de recrutement pour les étudiants internationaux. Vous pouvez les contacter directement. Quand vous allez sur le site web de l'université ou du collège, il y a une section en général donc pour les étudiants étrangers. Et là, donc, vous pouvez entrer en contact avec quelqu'un. Très souvent, donc, vous allez avoir l'adresse mail, bien sûr, le numéro de téléphone et aussi, donc, le compte WhatsApp de la personne. Donc, c'est très facile d'échanger avec ces gens-là.
Au Canada, il ne faut pas avoir peur de rentrer en contact avec les gens. Vraiment, c'est une société où le réseau, c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas avoir peur de prendre son téléphone puis d'appeler les gens. Au contraire, ils vont être contents de vous parler. Ils vont vous demander de quelle température il fait chez vous, parce que la température, c'est quelque chose qui est très important pour les Canadiens. C'est quelque chose qu'on subit quotidiennement. Et donc, il ne faut pas se gêner de faire ça. Et c'est pour ça que ces informations-là, donc ces coordonnées-là, elles sont là pour vous, pour les utiliser. Après ça, il y a une question qui revient très souvent quand on parle des études au Canada, c'est les études de médecine. Est-ce que, Martin, tu veux dire quelques mots là-dessus? Oui, effectivement, c'est plus difficile pour ce qui est des programmes de médecine. Il y a beaucoup de programmes de médecine qui sont réservés aux résidents permanents canadiens, aux citoyens canadiens. Dans la plupart des cas, c'est comme ça, en fait. Si c'est une question de compléter ou de mettre à niveau une formation pour pouvoir avoir le droit de pratique au Canada, ben ça, c'est à travers les ordres professionnels que ça va se faire. Ça ne se fera pas à travers les établissements. Eux, ce sont les ordres professionnels qui vont vous guider vers les formations complémentaires. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas possible d'entrer en médecine directement de l'étranger. Merci beaucoup. Là, c'est une question qui s'adresse plutôt, une question technique qui s'adresse plutôt à Marc. On nous dit qu'il y aurait certaines formations, certains collèges donc, où le permis de travail post-diplôme n'est pas disponible, malgré le fait qu'on fait ses études donc, dans ce collège-là et qu'on obtient le diplôme du collège. Est-ce que tu es au courant de ça? Moi, je ne le savais pas. Non, mais en fait, il faut que ce soit un établissement désigné, c'est-à-dire reconnu. Il peut y avoir des formations qui sont faites dans des établissements non désignés. Pour avoir la liste des établissements désignés, il faut aller sur le site RCC, puis vous allez voir la liste, vous allez la trouver assez facilement. Donc, si c'est un établissement qui n'est pas désigné, effectivement, ça ne donne pas lieu à un permis de travail post-diplôme. En général, toutes les universités sont des établissements désignés, mais je vous encourage à aller voir sur le site pour la liste de tous les établissements dans toutes les provinces au Canada pour voir quels sont ceux qui sont désignés et ceux qui ne le sont pas. J'ajouterais à ça, il y a aussi toutes les écoles de langue qui ne sont pas admissibles à des permis, des postes de travail. Voyons, Oui. des permis de travail post-diplôme. Pardon. Donc, si vous vous inscrivez au Canada dans une école de langue pour un programme de formation linguistique, par exemple, vous ne pouvez pas faire une demande de permis de travail. C'est ça. OK. Et là, je vais mettre le lien donc, pour les gens qui voudraient assister donc, à nos prochaines sessions d'information, dont celle qui a lieu demain. Donc, c'est sur le site Eventbrite. Donc, je le mets dans le chat pour le bénéfice de tout le monde. Il y a une autre question, c'est évidemment une question importante, c'est la date limite pour candidater donc, auprès d'un collège ou d'une université de votre réseau, Martin. Est-ce que c'est trop tard pour une session d'automne, par exemple? Je vais sonner comme si je me répète, mais il faut vraiment le voir d'un établissement à l'autre et d'un programme à l'autre, parce qu'il peut y avoir des programmes qui ont des exigences plus serrées et qui vont vous demander d'informations supplémentaires. Il y a peut-être des programmes où c'est déjà trop tard, d'autres programmes où il peut y avoir certains accommodements. Mais il faut garder en tête qu'une fois que vous avez votre lettre d'offre de l'établissement, il faut faire la demande de permis d'études. Et ça, il peut y avoir aussi un délai. Le délai de service habituel, peut-être que Marc pourra le préciser, c'est entre 8 et 10 semaines en ce moment. Donc, il faut vraiment faire la demande d'admission le plus tôt possible pour une session à l'automne pour être sûr d'être capable d'obtenir le permis de travail. Pas le permis de travail, le permis d'études pour pouvoir rentrer au Canada à temps pour la rentrée de septembre. Oui, absolument. Ben, je confirme ce que Martin a dit. Il faut compter un délai de 8 à 10 semaines. C'est le délai que l'IRCC s'est imposé. Ensuite, c'est très important, encore une fois, de déposer une demande complète parce que il y a un risque que votre demande soit refusée s'il manque un document. On peut vous demander le document s'il est essentiel, mais si le document n'est pas essentiel, il y a un risque de refus. Donc, encore une fois, je vous encourage, avant de déposer la demande, qu'elle soit complète. Une question plus technique pour toi, Marc. Donc, quelqu'un qui est un stagiaire en France et qui veut faire donc un stage au Canada, donc dans le domaine de la garderie. Habituellement, donc, on suggère le programme EIC, donc stage coop. Est-ce que, donc, si la personne a plus de 35 ans, quelles sont les voies qui
qui sont offertes à cette personne-là, puisqu'évidemment, le programme EIC ne lui est plus offert au-delà de 35 ans. Oui, c'est ça, le programme EIC, donc c'est limité à la 35e année révolue. Donc, si c'est plus votre cas, vous retombez dans les procédures normales, c'est-à-dire que vous devez trouver un employeur qui vous offre un contrat de travail et à ce moment-là, vous déposez une demande de permis de travail temporaire qui sera liée à votre contrat de travail. Donc, il y a une autre question, c'est quelqu'un qui parle du volontariat international. Est-ce que il y a quelqu'un qui est au courant de le VIE? Est-ce que Marc, Le programme de volontariat international, non, est-ce que c'est un programme français, ça? Non, je crois que c'est un programme français, Ouais. c'est le programme de VIE. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalence au Canada. C'est un programme, en fait, c'est les mêmes critères que le programme Expérience internationale Canada, c'est-à-dire qu'il faut avoir moins de 35 ans et à ce moment-là, vous postulez dans ce programme-là et si vous avez plus de 35 ans, vous devez faire les démarches habituelles, c'est-à-dire chercher un contrat de travail. Donc, il me semble que ce programme-là, VIE, n'a pas d'équivalence au Canada. En tout cas, il n'y a pas de réciprocité connue. OK, merci. Il y a une autre question qui concerne le permis de travail post-diplôme. Quelle va être la durée du permis de travail post-diplôme? Alors, ça dépend de la durée de vos études. C'est-à-dire que, comme je mentionnais, si vous avez fait des études de 2 ans qui sont terminées par un diplôme ou un certificat reconnu, on vous donnera un permis de travail de 2 ans. Si c'est 1 an, on vous donnera 2 ans. Une année. Donc, c'est entre 8 mois qui est le minimum et 3 ans qui est le maximum. Là, il y a une autre question qui touche toutefois encore une fois la médecine et qui nous demande si quelqu'un peut aller se spécialiser en médecine au Canada. Donc, si le cursus de médecine générale donc, est plus restreint, est-ce que quelqu'un qui veut se spécialiser, donc, est-ce que c'est un peu plus ouvert à l'international? Martin, est-ce que tu veux répondre à ça? J'avoue que je ne maîtrise pas les particularités des programmes spécialisés en médecine. Il faudra vraiment vérifier d'un établissement à l'autre. Dans notre réseau, je vais vous le dire, il n'y a que l'Université d'Ottawa qui l'offrirait potentiellement. Donc, vous pourriez aller consulter le site de l'Université d'Ottawa pour voir quelles seraient les conditions. Ce que j'ai vu, moi, à titre d'agent IRCC, ce sont des programmes d'échange entre universités canadiennes et universités à l'étranger. Il y en a énormément. Donc, effectivement, s'il y a un contrat d'échange d'étudiants en médecine, par exemple français pour 1 année ou 6 mois dans une université en médecine au Canada, c'est possible. À ce moment-là, il faut faire une demande de permis d'études, passer un examen médical, évidemment, pour tout ce qui est relié à la santé. Mais donc, c'est possible. Vous devez vous renseigner auprès de votre université dans votre pays pour voir s'il y a une réciprocité, un contrat qui a été signé entre votre université et une université canadienne pour un programme d'échange. Et une question pour toi, Marc. Je suis certain que tu l'as déjà eu, cette question-là, parce que moi, je l'ai entendu souvent. Donc, est-ce qu'on peut utiliser donc comme preuve de fond le fait qu'on va pouvoir travailler pendant 20 heures semaine au Canada? Non. Non, c'est malheureusement non, parce que on doit en fait, vous devez en fait démontrer que vous êtes autonome financièrement en arrivant au Canada. Vous allez devoir chercher un logement, vous allez devoir vous concentrer sur vos études, donc vous n'arrivez pas au Canada pour rechercher tout de suite un travail. On est bien d'accord, c'est un permis d'études pour commencer des études au Canada. Donc, vous devez démontrer que vous avez des fonds suffisants minimum, au moins pour la première année. Ensuite, effectivement, on vous donne la possibilité de travailler pendant les congés, travailler 20 heures par semaine pour compléter vos revenus, ça on le comprend. Mais le but, c'est effectivement de ne pas arriver au Canada pour chercher un travail. Le but, c'est vraiment d'étudier dans l'établissement qui vous a sélectionné. Très bien. Une autre question pour toi, Marc. Cette fois-ci, c'est un étudiant de l'île de la Réunion. Donc, comment il va faire pour faire sa demande de permis d'études? C'est la même procédure que pour les gens en métropole? Il y a la notion de géographie n'existe plus. Toutes les demandes se font en ligne. Donc, vous pouvez résider à l'île de la Réunion, en France, en Martinique, dans tous les pays du monde. Vous faites la demande en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de vous présenter en personne pour recevoir votre permis d'études. Et la biométrie sera où?
Alors, la biométrie, donc, il y a la liste des centres de données biométriques qui est disponible sur le site IRCC. Je ne peux pas vous dire s'il y en a un à La Réunion, mais en tout cas, il y a à peu près des centres partout dans le monde et ils sont équitablement distribués en fonction de l'intensité de la population. Donc, il y a des pays où il y en a plus que d'autres. Donc, c'est à vous de voir quel est le centre de biométrie le plus proche de votre lieu de domicile. Donc, vous allez prendre la biométrie, ça, il faut le faire en personne, puisqu'il y a des prises d'empreintes. Et donc, ce qui veut dire que si je suis un Français, par exemple, de l'île de la Réunion, je peux aller dans le centre qui est le plus près de chez moi. Donc, je ne suis pas obligé d'être en France. Vous avez le choix, c'est-à-dire que soit c'est le centre le plus proche de chez vous, soit si vous voulez venir en France parce que c'est plus pratique pour vous y rendre, par exemple, c'est tout à fait possible. OK. Donc, on arrive à la fin des questions. On va voir. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Donc, évidemment, ce n'est pas le propos de notre webinaire. Donc, je vous invite vraiment à aller voir le site de l'ambassade, donc www.france.gc.ca. Et vous allez voir donc les différentes activités qui sont organisées par les collègues de Marc. Et donc, vous allez voir tous les webinaires, entre autres, mais il y a beaucoup d'activités qui se déroulent et qui sont en France. Et à ce moment-là, vous pouvez rencontrer les gens donc, qui viennent faire du recrutement ici en France. Et je précise que ces forums d'emploi qui sont organisés par l'ambassade à Paris ne concernent pas que les citoyens français, hein, donc on est d'accord, ça concerne une clientèle francophone. Et donc là, il y a une autre question qui concerne comment je fais pour justifier donc de mes ressources financières. Quels sont les documents que je dois joindre à mon dossier? En général, ce sont des relevés bancaires récents. On demande des relevés bancaires de moins de 6 mois qui démontrent que vous avez la somme minimale de 10 000 $ en devise, en votre devise locale, bien sûr, à votre nom. Et si ce n'est pas votre nom, si c'est au nom de vos parents, par exemple, ou de membres de votre famille, il faut qu'il y ait une lettre qui explique, dans la lettre de motivation, vous expliquez, par exemple, que votre oncle, votre tante, votre père, votre mère paie vos études. Et donc, le relevé bancaire avec le nom correspond à cette personne. Une autre possibilité, c'est d'avoir une bourse, si vous avez obtenu une bourse au Canada, par exemple. Et une autre possibilité, c'est que vous devez démontrer que vous avez une aide financière. Donc, vous devez le démontrer quel est le lien de parenté avec l'aide financière que vous avez obtenue. Et la dernière question, Marc, c'est pour toi aussi. Donc, tu es populaire, donc c'est sûr que ça suscite toujours des interrogations, les procédures d'immigration. Est-ce que quelqu'un qui va étudier dans le domaine de la santé, donc est-ce qu'il a besoin de faire une visite médicale préalable pour obtenir son permis d'études? Oui, absolument. En général, les études dans le domaine de la santé impliquent des stages avec du contact avec le public, avec des personnes malades. Donc, effectivement, il y a un examen médical obligatoire en général. Et la dernière question qui vient d'arriver, donc, est-ce que l'âge est un obstacle pour obtenir un permis d'études? Est-ce que, par exemple, un vieux comme moi de 60 ans peut obtenir un permis d'études? Absolument. Si vous avez les fonds requis et puis vous avez un bon projet, il n'y a pas de problème. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie vraiment tous les deux. C'était très intéressant. Je pense que les gens qui nous ont écoutés ont trouvé ça intéressant. Alors, cette session d'information, elle est enregistrée, donc vous pourrez la revoir à nouveau. Donc, elle sera sur la chaîne YouTube de l'ambassade. Donc, vous pourrez la partager avec vos amis s'il y en a qui l'ont manqué. Et je vais mettre, donc, si vous avez encore des questions, donc je vais mettre l'adresse courriel de mon service à moi. Donc, le service est du Canada à l'ambassade. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à nous écrire et ça nous fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.